J'ai accidentellement trouvé un trousseau de clés dans la veste de mon mari. Il a dit que c'était des clés du travail. Mais j'ai trouvé un garage de l'autre côté de la ville qu'il avait caché. Quand je suis entré à l'intérieur, cela a tout changé. J'avais l'habitude de penser que j'étais doué pour lire les gens. C'était littéralement mon travail. Pendant 11 ans. Je me suis assise en face d'adolescents en difficulté dans un bureau beige au lycée de Westfield. Regardant leurs yeux, écoutant les silences entre les mots. Captant les petits tremblements dans leur voix qui m'en disaient plus que tout ce qu'ils disaient à voix haute. J'ai été formé pour voir ce que les gens essayaient de cacher. Et pourtant, je ne l'ai pas vu dans ma propre maison. Notre maison à Nippville était le genre d'endroit qui ressemblait au bonheur de l'extérieur. Un grand porche avant, un buisson d'hortensia qui fleurissait chaque mois de juin. Un panier de basket dans l'allée que Daniel avait installé quand il pensait encore qu'il entraînerait notre fils un jour. Nous n'avions pas de fils. Nous avions une chambre d'amis avec un tapis roulant et 11 ans d'un mariage auquel je croyais. Complètement. Daniel était architecte. Il travaillait pour un cabinet de taille moyenne au centre-ville. Rentrait à la maison à 7 heures la plupart des soirs, faisait du bon café le week-end. Et se souvenait de notre anniversaire sans qu'on le lui rappelle. Il n'était pas romantique de manière voyante. Mais il était stable, ou du moins je le pensais. Le premier signe est apparu en février, presque 8 mois avant que tout ne s'effondre. Il a commencé à emporter son téléphone dans la salle de bain. Je l'ai remarqué de la même manière que vous remarquez un cadre photo légèrement incliné. Une petite anomalie que votre cerveau classe et oublie. Ensuite, il a commencé à rester tard au bureau 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. Il a dit qu'il y avait un grand projet commercial à Chamberg. Je n'avais aucune raison de douter de lui. Je n'ai pas vérifié. Je lui faisais confiance de la même manière que vous faites confiance au sol sous vos pieds. Vous ne le testez pas. Vous marchez simplement. En mars, j'ai remarqué qu'il faisait plus attention à sa veste. Il la suspendait toujours lui-même maintenant, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Avant, il la jetait sur la chaise près de la porte et je la suspendais. Un petit changement, presque invisible. Je me disais qu'il était juste plus ordonné. Le deuxième signe est arrivé en avril. J'ai trouvé un reçu dans le tiroir de la cuisine. Une quincaillerie, 47 $, 2 clés dupliquées. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a dit que c'était des clés de rechange pour le bureau. Il a dit que le gestionnaire de l'immeuble avait demandé à tout le monde de faire des copies. Sa voix était calme. Ses yeux étaient calmes. Je l'ai cru. Je l'ai cru jusqu'au soir du 14 septembre. C'était un mercredi. Je cherchais son blazer gris pour l'emmener au pressing. Il y avait un dîner du corps professoral qui approchait et Daniel était toujours élégant dans ce blazer. J'ai vérifié le placard à manteau, puis la chaise de la chambre, puis le couloir. Je l'ai trouvé plié sur l'étagère supérieure de l'armoire. Quand je l'ai soulevé, quelque chose de lourd a bougé dans la poche intérieure et a frappé ma paume. Un trousseau de clés, pas son ensemble habituel. Pas la télécommande de la BMW, pas la clé de notre maison, pas le badge du bureau. C'était un simple anneau en métal avec 2 clés à l'ancienne et une petite étiquette rectangulaire. Avec rien d'écrit dessus. Juste une tache de quelque chose de sombre comme de la graisse. Je suis resté là, dans la chambre, pendant un long moment. La maison était silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait dans la cuisine. Dehors, une voiture est passée lentement dans la rue. J'ai remis le blazer à sa place. Je n'ai rien dit au dîner. Je l'ai regardé manger. Je l'ai regardé se verser un verre d'eau, vérifier son téléphone. Rire de quelque chose à la télévision. Je l'ai regardé de la même manière que je regardais mes élèves, cherchant la chose sous la surface. Et j'ai pensé. Ce ne sont pas des clés de bureau. Une clé de bureau se trouve sur un cordon de badge ou un anneau. Standard avec une télécommande. Celle-ci était ancienne. Celle-ci était délibérée. Celle-ci était cachée. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis retourné à l'armoire. J'ai sorti les clés et les ai photographiées avec mon téléphone.
Puis je les ai remises exactement comme je les avais trouvées. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, regardant le plafond. Le matin, je n'ai rien dit. J'ai fait du café, préparé mon sac, je l'ai embrassé sur la joue. Il a souri et m'a souhaité une bonne journée. J'ai souri en retour, mais quelque chose s'était brisé en moi. Une alarme silencieuse et privée que je ne pouvais plus ignorer. J'ai commencé à faire attention différemment après cela. J'ai vérifié le kilométrage de sa voiture 2 fois. Une fois un mardi, une fois un jeudi. Les 2 soirs, il avait dit qu'il avait été au bureau dans le centre-ville. Le kilométrage disait le contraire. Pas de manière dramatique. Pas 200 mètres, juste 11 miles supplémentaires un soir, 14 un autre. Assez. Assez pour savoir que peu importe où il allait, ce n'était pas au centre-ville. J'ai ouvert notre application bancaire commune pour la première fois depuis des mois. Je gérais nos comptes personnels. Il gérait le portefeuille d'investissement et les économies communes. Je ne l'avais jamais remis en question. Il était doué avec les chiffres. Il était architecte. Il comprenait les systèmes. Mais quand j'ai regardé le solde des économies, quelque chose m'a semblé faux. Il n'était pas vide. Il n'était même pas manifestement bas, mais il était plus bas que ce à quoi je m'attendais. Et je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Je ne l'ai pas confronté. Je n'étais pas prête. J'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire avant d'ouvrir la bouche et de lui donner la chance. De trouver une excuse. Car je savais déjà quelque chose sur Daniel que je ne m'étais pas avoué jusqu'à cette nuit-là. Il était un très très bon menteur, et j'avais été une croyante très disposée. J'ai gardé la photographie des clés sur mon téléphone, verrouillée derrière un code d'accès séparé. J'ai commencé à écrire des choses dans un petit carnet que je gardais dans mon bureau à l'école. Date, kilométrage, chiffre de compte. Reçus que je trouvais et photographiés avant de les remettre en place. Je construisais quelque chose. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais je savais que je n'allais pas m'arrêter. Le carnet s'est rempli plus vite que je ne l'espérais. À la fin de la 2e semaine, j'avais 12 entrées, les mardis et jeudis, toujours. La différence de kilométrage était constante, entre 9 et 15 miles supplémentaires à chaque fois. L'application bancaire montrait un solde d'épargne de 43 200 $. Je savais, parce que j'avais vérifié un ancien relevé que j'avais trouvé dans un classeur, que 14 mois auparavant, le solde avait été de 91 000 $. Près de 50 000 $ avaient été déplacés quelque part discrètement, sans ma signature. Sans ma connaissance, sans un mot. Je suis resté avec ce chiffre pendant 2 jours avant de pouvoir y réfléchir clairement. La peur est étrange. Elle ne s'annonce pas toujours bruyamment. La mienne venait la nuit sous la forme d'une sorte de calme particulier, allongé à côté de Daniel. L'écoutant respirer régulièrement pendant que mon esprit faisait des calculs que je ne voulais pas faire. Et si je me trompais? Et s'il y avait une explication, et ensuite pire? Et si j'avais complètement raison et que je vivais dans un mensonge depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer? Je suis allé au travail. Je me suis assise avec mes élèves. J'ai écouté une fille de 15 ans parler du divorce de ses parents. Et je me suis entendu dire avec soin et professionnalisme que l'incertitude était l'une des choses les plus difficiles à tolérer pour les êtres humains. Et que se diriger vers l'information, même l'information douloureuse, était presque toujours préférable à rester dans l'ignorance. Je le pensais pour elle. J'en avais besoin pour moi-même. Un samedi, alors que Daniel était à ce qu'il disait être un brunch avec un client, j'ai pris une décision. J'ai pris la photographie des clés et j'ai conduit. Je n'avais pas d'adresse, mais j'avais la forme des clés, anciennes. Le genre utilisé pour les cadenas ou les vieilles unités de stockage. Et j'avais un rayon géographique de 11 à 15 miles dans la direction où sa voiture dérivait. Basé sur le compteur kilométrique qui pointait vers l'ouest-sud-ouest de notre maison. J'ai passé 2 heures ce samedi-là à conduire à travers des rues industrielles et de vieux quartiers résidentiels, regardant des installations de stockage, des lieux de libre entreposage. De vieux garages commerciaux. Je n'ai rien trouvé ce jour-là.
Mais je suis rentré chez moi en connaissant la forme de ce que je cherchais. Le mardi suivant, j'ai pris un jour de congé personnel. J'ai dit à la secrétaire de l'école que j'avais un rendez-vous médical. Puis j'ai conduit vers l'ouest et j'ai continué à conduire. J'y suis allé méthodiquement, rue par rue, à travers un quartier près de la route de Plainfield, où j'avais remarqué un groupe de vieux bâtiments commerciaux lors de mon trajet précédent. Des magasins de pneus, un magasin de fournitures de soudure, un endroit qui louait des remorques. Et caché derrière une clôture en grillage au bout d'un chemin de gravier. Une rangée de garages privés, des unités individuelles louées séparément. Aucun nom d'entreprise sur le panneau. Juste un numéro de téléphone et les mots unités de stockage privé disponibles. Je me suis garé et j'ai marché. Il y avait 8 portes de garage d'affilée peintes en vert foncé, chacune avec un cadenas. J'ai essayé les clés sur le 3e. Rien. Le 5e. Rien. Le 7e. La serrure s'est ouverte. Je suis resté là un moment avec ma main sur la poignée. Le gravier était silencieux. Un corbeau a appelé quelque part derrière la clôture. Le ciel était plat et blanc. J'ai pensé à Daniel dormant à côté de moi tous ces mois. J'ai pensé à sa respiration régulière. J'ai pensé aux 43 200 $ et aux 47 800 $ manquants. Puis j'ai soulevé la porte. Le garage était propre, organisé. Une table pliante le long d'un mur, une étagère avec des boîtes étiquetées, un classeur, gris. 2 tiroirs, un ordinateur portable dans une housse souple fermée, et sur la table. Un bloc-notes juridique jaune avec une écriture que j'ai reconnue comme étant celle de Daniel. Je n'ai encore touché à rien. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé. J'ai pris des photographies, systématiques, minutieuses. De la manière dont on m'avait appris à documenter les choses lors d'une formation d'évaluation de crise il y a des années. Plan large, plan moyen, gros plan, chaque étagère, chaque étiquette de boîte. Le bloc-notes juridique, le classeur. J'ai photographié les étiquettes des 2 tiroirs sans les ouvrir. J'ai photographié l'extérieur de l'ordinateur portable. Un petit tableau blanc sur le mur avec des dates et des chiffres écrits au marqueur effaçable à sec. Et puis j'ai regardé ces chiffres et j'ai senti le sol se dérober sous moi. Les chiffres sur le tableau blanc n'étaient pas aléatoires. Ils étaient organisés en colonnes. J'ai reconnu le format parce que Daniel m'avait montré une fois, il y a des années, comment il suivait les budgets des projets. Il s'agissait de transferts de comptes, de dates, de montants et de 2 étiquettes de destination. L'une que je n'ai pas reconnue, et l'autre qui disait simplement PN. Priyaneye était le nom d'une femme que Daniel avait mentionné exactement 3 fois au cours de l'année écoulée. Une collègue, une designer très talentueuse, avait-il dit, qui travaillait sur le projet Chamberg. J'ai photographié le tableau blanc en dernier. Ensuite, j'ai fermé la porte du garage, j'ai cliqué sur le cadenas pour le fermer. Et je suis retourné à ma voiture. Je me suis assise sur le siège du conducteur pendant 10 minutes sans démarrer le moteur. Mes mains étaient sur mon volant, et elles étaient complètement stables, ce qui m'a surprise. Je m'étais attendu à des larmes, ou à des nausées, ou à de la rage. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid et de clarifiant s'installer sur moi comme un changement de temps. Il nous volait. Pas seulement me tromper, me voler, déplacer notre argent commun. De l'argent que j'avais aussi gagné, aussi économisé, aussi construit. Dans un compte caché avec les initiales d'une autre femme dessus. Ce n'était pas une histoire d'amour que je pouvais traiter en privé. C'était un crime financier contre moi, contre notre mariage. Contre 11 ans d'une vie que j'avais aidé à construire. J'ai démarré la voiture. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. J'ai souri à Daniel. Je lui ai demandé comment s'était passé le brunch avec le client. Et cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des avocats spécialisés en droit de la famille. Dans le comté de DuPage. Je ne cherchais pas de réconfort. Je cherchais des munitions. Elle s'appelait Catherine Brough. Et elle avait 17 ans d'expérience en droit de la famille et un bureau sur l'avenue Jefferson qui
Sentait le café frais et le vieux papier. Je l'ai trouvé grâce à une recommandation de l'association du barreau et j'ai pris rendez-vous pour un jeudi matin, disant à Daniel que j'avais un séminaire de développement professionnel à Aurora. Il n'a pas demandé de détails. Il ne le faisait plus jamais. J'ai réalisé maintenant que son manque de curiosité pour mon emploi du temps était en soi une sorte de preuve. J'ai apporté le carnet. J'ai apporté mon téléphone avec les photographies. J'ai apporté l'ancien relevé bancaire que j'avais trouvé dans le classeur. Je me suis assise en face de Catherine et j'ai tout exposé dans l'ordre où je l'avais rassemblé. Et j'ai regardé son visage passer par plusieurs expressions. Attentif, puis concentré, puis soigneusement immobile. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Les transferts sur le tableau blanc et la divergence du compte sont significatifs, a-t-elle dit. Si ce que vous décrivez est exact, et je n'ai aucune raison de penser que ça ne l'est pas. Votre mari a effectué des transferts unilatéraux à partir d'un compte joint sans votre consentement. Ou votre connaissance. Dans l'Illinois. Cela est juridiquement pertinent pour la dissipation des actifs dans une procédure de divorce. Le mot divorce s'est posé dans la pièce entre nous. J'y pensais depuis 2 semaines. L'entendre à voix haute de la bouche de quelqu'un d'autre le rendait réel d'une manière différente. De quoi ai-je besoin, ai-je demandé. De la documentation, a-t-elle dit. Des relevés bancaires. Des relevés complets pour tous les comptes joints remontant à 3 ans. Idéalement. Toute preuve de l'endroit où l'argent est allé. Les photographies que vous avez sont un point de départ, mais nous aurons besoin de plus que des images de tableau blanc. Nous avons besoin de traces. Écrites. Elle m'a dit de ne pas encore confronter Daniel. Elle m'a dit d'ouvrir un compte chèque personnel dans une autre banque cet après-midi-là. D'y mettre suffisamment d'argent pour couvrir 3 mois de mes dépenses essentielles. Et de n'en parler à personne. Elle m'a dit qu'elle commencerait le processus d'assignation à comparaître des documents financiers. Une fois que je lui aurais donné l'autorisation formelle de procéder. J'ai signé le formulaire d'autorisation avant de quitter son bureau. C'était le jeudi 3 octobre. Le point de non-retour. Bien que je ne le sache pas encore tout à fait. Ce que je ne savais pas, c'était que quelque chose avait déjà changé du côté de Daniel. J'ai découvert plus tard, beaucoup plus tard, après tout cela, que Priya avait remarqué un changement en moi avant que je ne le remarque moi-même. Elle avait apparemment dit à Daniel, fin septembre, que sa femme semblait différente. Plus silencieuse, plus vigilante. Daniel l'avait rejetée. Mais Priya n'était pas, comme je l'avais initialement supposé. Simplement une bénéficiaire passive d'affection volée et d'argent volé. Elle était vive. Elle avait ses propres raisons d'être prudente. Et elle avait apparemment surveillé la situation d'une manière que je n'avais pas anticipée. La première indication est venue 11 jours après ma rencontre avec Catherine. J'étais au comptoir de la cuisine un dimanche matin quand le téléphone de Daniel a vibré sur la table. Il était sous la douche. L'écran s'est allumé avec un aperçu de message. Juste la première ligne d'un contact répertorié uniquement sous la lettre P où elle a interrogé René. Au sujet de Chamberg. Fais attention. René était l'assistante de Daniel au cabinet. J'ai regardé le message pendant exactement 4 secondes. Puis j'ai détourné le regard et je n'ai pas touché à son téléphone. J'ai mémorisé les mots et je les ai écrits dans mon carnet. Au moment où il a quitté la pièce, elle m'observait. Cela signifiait qu'il communiquait à mon sujet. Cela signifiait que ma fenêtre se rétrécissait. J'ai appelé Catherine ce lundi-là. Je lui ai parlé du message. Elle m'a dit de ne rien accélérer visiblement. Mais elle a déposé les demandes d'assignation financière cette semaine-là plutôt que d'attendre. 2 jours plus tard, je suis retourné au garage. Cette fois, j'étais préparé. Je portais des gants, non pas parce que je l'avais vu à la télévision. Mais parce que Catherine m'avait dit très spécifiquement de ne rien déranger d'une manière qui pourrait être qualifiée de falsification. J'ai tout photographié à nouveau, plus systématiquement. J'ai ouvert le classeur, cette fois, 2 tiroirs.
Le tiroir du haut contenait des dossiers étiquetés avec des noms de projets que je ne reconnaissais pas et des relevés bancaires. Des relevés bancaires imprimés pour un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Le compte était au nom de Daniel seul. Il avait été ouvert il y a 22 mois. Le tiroir du bas avait un seul dossier. Il était étiqueté de l'écriture de Daniel avec 2 mots, plan de sortie. À l'intérieur se trouvait une chronologie, un document imprimé. Plusieurs pages avec des dates et des actions. Transfert série A terminé. Transfert série B mars. Consulter un avocat. Protection des actifs terminée. Résidence dans l'Illinois. PRIA confirmé. Boss de clôture de compte joint en attente. Mon nom est apparu une fois dans une note entrecrochée au bas de la dernière page. Mara offre de règlement standard. Minimiser l'exposition. Je me suis tenu dans ce garage et j'ai lu ces mots 2 fois. Offre de règlement standard. Minimiser l'exposition. J'étais un poste budgétaire, une responsabilité à gérer. 11 ans et j'étais un crochet au bas d'une stratégie de sortie. J'ai photographié chaque page. J'ai fermé le dossier, fermé le tiroir, verrouillé le garage et je suis retourné à ma voiture. Cette fois, mes mains n'étaient pas stables. Elles ont tremblé pendant environ 40 secondes pendant que j'étais assise sur le siège du conducteur. Puis elles se sont arrêtées. J'ai conduit directement au bureau de Catherine sans rendez-vous. Son assistante m'a fait entrer de toute façon quand elle a vu mon visage. J'ai posé mon téléphone sur le bureau de Catherine avec les photographies du dossier à l'écran. Il y a un document, ai-je dit. Il a appelé ça un plan de sortie. Il énumère des transferts de compte. Un avocat qu'il a déjà consulté, et une note sur le fait de m'offrir un règlement minimal. Catherine a regardé les photographies pendant un long moment. Quand elle a levé les yeux, son expression avait changé. Mara, a-t-elle dit. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que vous venez de me montrer modifie considérablement la nature de cette affaire. Ce n'est pas un divorce standard. C'est un cas impliquant une fraude financière préméditée contre un conjoint. Nous demandons le divorce et nous déposons une requête d'urgence pour geler tous les biens matrimoniaux cette semaine. J'ai hoché la tête. Il le saura bientôt. Elle a dit qu'une fois que ces ordonnances de gel seraient entrées, il le découvrirait. Je sais, ai-je dit. Je n'avais plus peur de ça. J'y étais prête. Le gel des avoirs a été déposé un mercredi. Le vendredi, Daniel savait. J'étais dans mon bureau au lycée de Westfield quand mon téléphone a sonné. Son numéro. J'ai laissé sonner. Il a appelé 2 autres fois dans l'heure qui a suivi. Puis il a envoyé un SMS. Nous devons parler ce soir. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit à la maison à mon heure habituelle, je me suis garé dans l'allée. Et je suis entré comme si c'était une soirée ordinaire. Il attendait dans la cuisine. Il était habillé comme s'il venait directement du bureau. La veste toujours sur lui, la cravate desserrée. Et son visage faisait quelque chose que je l'avais rarement vu faire. Il ressemblait à un homme qui avait tendu la main vers quelque chose de solide et qui n'avait trouvé que de l'air. La banque m'a appelé, a-t-il dit. Il y a un gel sur les comptes. Que as-tu fait? J'ai posé mon sac sur la chaise. J'ai enlevé mon manteau. J'ai dit, j'ai engagé un avocat. Il m'a regardé fixement. Tu as engagé un. Mara. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ferais-tu ça sans m'en parler d'abord? La même raison pour laquelle tu as transféré 50 000 $ sans m'en parler, ai-je dit. La même raison pour laquelle tu as loué un garage que je n'étais pas censé connaître. Son visage a changé juste pendant une seconde. Un éclair de quelque chose de brut, presque surpris, avant que le calme ne revienne. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais... J'ai tout photographié, ai-je dit. Le tableau blanc, les relevés de transfert, le document du plan de sortie, page par page. Le calme ne s'est pas exactement fissuré, mais il s'est aminci. Il s'est assis à la table de la cuisine. Il est resté silencieux pendant un long moment,
et je les regardais se recalibrer. De la manière dont je regardais les élèves le faire quand ils avaient été pris en flagrant délit. Qu'ils passaient du déni à une nouvelle stratégie. Ça va devenir très désordonné, a-t-il dit finalement. Tu rends ça tellement plus difficile que ça ne doit l'être. Tu as rendu ça difficile, ai-je dit. Je ne fais que répondre à ce qui est déjà là. Il est parti cette nuit-là pour rester, a-t-il dit, avec un ami du travail. J'en doutais, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que Catherine m'a appelé le lendemain matin pour me dire que l'avocat de Daniel avait déjà pris contact et que cet avocat était le même que celui nommé dans le document du plan de sortie. Il avait préparé sa représentation depuis des mois. Cela a aiguisé quelque chose en moi. 2 jours plus tard, Priya a appelé mon téléphone portable directement. Je ne sais pas comment elle a obtenu le numéro. Vraisemblablement Daniel. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Elle a dit qu'elle voulait s'expliquer. Sa voix était prudente, mesurée, la voix de quelqu'un qui avait répété l'appel. Je lui ai dit que je n'avais rien à discuter avec elle et j'ai mis fin à l'appel. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Catherine documentant le contact. Puis est venue la lettre. Elle est arrivée à l'école, m'étant adressée personnellement. Aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un seul paragraphe dactylographié non signé. Vous devriez réfléchir attentivement jusqu'où vous voulez aller avec ça. Il y a des choses concernant votre conduite professionnelle qui pourraient devenir pertinentes dans d'autres contextes. Les gens parlent. Je suis resté avec la lettre pendant 30 secondes. Puis je l'ai mise dans un sac Ziploc. J'en gardais dans mon bureau pour les élèves qui apportaient des preuves physiques de harcèlement. Et j'ai appelé Catherine. Gardez ça, a-t-elle dit. C'est du harcèlement, potentiellement de l'extorsion. N'y répondez pas. La menace voilée concernant ma conduite professionnelle n'avait aucun sens. Mon dossier à Westfield était impeccable, mes évaluations excellentes, et il n'y avait rien là. Mais le fait qu'ils aient pris la peine de l'envoyer m'a dit quelque chose. Ils avaient peur. Les gens effrayés menacent. C'était pratiquement un principe clinique. J'ai également signalé la lettre à la directrice de l'école. À la fois pour la documenter et parce qu'elle avait été envoyée sur mon lieu de travail. Elle m'a soutenu, avec un visage grave. Et a dit qu'elle mettrait l'équipe juridique du district dans la boucle si nécessaire. Cette conversation a duré 15 minutes. À la fin de celle-ci, je me suis senti étrangement plus ancré. Les antagonistes avaient abattu leurs cartes et elles étaient plus faibles qu'ils ne le voulaient. Ce week-end-là, les 2 jours, je n'ai presque rien fait. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur à Wheaton le samedi. Jess a 4 ans de plus que moi et possède la qualité particulière, rare et précieuse, de savoir quand parler et quand être simplement à proximité. Nous nous sommes assises sur son porche arrière et avons bu du thé. Et elle ne m'a pas demandé de tout expliquer, de fixer une chronologie, ou de ressentir une émotion particulière. Elle m'a juste laissé exister dans son espace, ce qui était ce dont j'avais besoin. Le dimanche, j'ai dormi 9 heures. J'ai fait une longue promenade le long du sentier de la rivière du Page, et j'ai mangé un vrai dîner. Des pâtes à l'huile d'olive et un verre de vin rouge pour la première fois depuis des semaines. Mes mains étaient stables. Mon esprit était calme, pas vide, mais posé comme de l'eau qu'on a cessé d'agiter. J'avais fait ce qu'il fallait. La machine légale était en marche. Les documents étaient documentés. Les comptes étaient gelés. J'étais fatigué. Mais je n'étais pas vaincu. Pas même proche. La tentative de séduction, non pas romantique mais stratégique, s'est présentée sous la forme de la mère de Daniel. Patricia Collins a conduit depuis Evanston un mardi soir, à l'improviste, et a sonné à ma porte à 18h30 avec un plat en cocotte dans les mains et une expression d'inquiétude soigneusement composée sur le visage. Je n'avais pas encore changé les serrures. Catherine m'avait conseillé d'attendre que l'accord de séparation formelle soit déposé pour éviter de donner à l'avocat de Daniel quoi que ce soit à qualifier d'action unilatérale hostile. Ainsi, Patricia ne pouvait pas entrer sans que je choisisse de la laisser entrer.
J'ai choisi de la laisser entrer parce qu'elle avait 71 ans et que je la connaissais depuis 13 ans. Et qu'une partie de moi était encore capable de chaleur humaine, même au milieu d'une guerre. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle a sorti la cocotte. Un plat au poulet et au riz qu'elle avait toujours préparé pour les réunions de famille. Et nous a versé de l'eau à toutes les deux. Et puis elle m'a regardé avec l'expression particulière d'une femme qui a décidé d'accomplir quelque chose tout en ayant l'air de ne pas le faire. Tu sais, Daniel t'aime, a-t-elle dit. Quoi qu'il se soit passé, je sais que c'est vrai. Je n'ai rien dit. J'ai regardé mon verre d'eau. Il a fait des erreurs, a-t-elle continué. De terribles erreurs. Il le sait. Mais Mara, traîner cela devant les tribunaux, le gel financier. Les avocats, ça n'a pas à se passer comme ça. Il est prêt à s'asseoir. À arranger les choses entre vous, quelque chose de juste. En privé. Quelque chose de juste. En privé. Je reconnaissais ces mots. Ils venaient du plan de sortie. Minimiser l'exposition. Offre de règlement standard. Même le langage était le sien, filtré par sa mère, adouci par son visage de bonne foi. Mais structurellement identique. Patricia, ai-je dit? J'ai beaucoup de respect pour vous. Je veux que vous le sachiez. Mais ce que Daniel demanda. Travers vous? C'est que je renonce aux protections légales auxquelles j'ai droit en échange de sa promesse d'être juste. Et son bilan en matière de tenue de promesse à mon égard n'est pas, à ce stade, quelque chose sur lequel je suis encline à m'appuyer. Elle a commencé à parler. J'ai continué doucement. Il a ouvert un compte privé il y a 22 mois. Il a transféré près de $50 000 de nos économies communes. Il avait engagé un avocat avant que je ne sache que quelque chose n'allait pas. Il a planifié cela et ensuite il a envoyé une lettre sur mon lieu de travail qui impliquait une menace contre ma carrière. J'ai fait une pause. Je ne vais pas régler cela en privé. Je suis désolé. Le visage de Patricia est passé par plusieurs changements. Elle s'est finalement fixée sur quelque chose de triste et de compressé. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle n'a pas fini son eau. Elle a repris la cocotte. Je ne l'ai pas arrêtée. Je l'ai accompagnée à la porte et je l'ai regardée s'éloigner. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme une absence de culpabilité froide et claire. Ils avaient essayé l'approche douce. Ils avaient utilisé quelqu'un dont je me souciais sincèrement pour porter le message. C'était honnêtement leur meilleur coup, et il avait échoué. Au cours des jours suivants, j'ai pris conscience d'un type de surveillance particulier. Du genre de bas niveau, plausiblement niable. La voiture de Daniel est passée devant la maison 2 fois en une semaine. À des heures où il n'avait aucune raison logique d'être dans notre rue. Un ami commun nommé Greg, quelqu'un que nous avions connu par l'association de quartier, m'a appelé pour prendre de mes nouvelles et a réussi, en l'espace de 3 minutes, à me demander si je vivais toujours dans la maison et quels étaient mes projets. J'ai dit à Greg que j'allais bien et j'ai raccroché. J'ai envoyé un SMS à Catherine pour les 2 incidents. Elle les a notés. Je n'avais pas peur. Exactement. Plus vigilante. De la manière dont vous devenez plus vif par temps froid. Pas parce que le froid est dangereux nécessairement, mais parce qu'il exige de l'attention. Le soutien social que j'ai trouvé m'a surprise. Je n'avais pas prévu d'en parler à qui que ce soit en dehors de Catherine et de ma sœur. Mais un jeudi après-midi, j'ai mentionné une partie de ce qui se passait à une collègue à l'école. Non pas pour me décharger, mais parce qu'elle m'avait demandé directement si tout allait bien. Et je la respectais assez pour ne pas mentir. Elle s'appelait Donna, elle était l'assistante sociale de l'école. Et elle a écouté environ 6 minutes d'explications abrégées avant de dire. Ma voisine vient de traverser quelque chose de presque identique. Elle s'en est sortie très bien. Mieux que très bien. En fait. Donna m'a mise en contact avec un groupe de soutien, informel, pas thérapeutique. Juste un groupe de femmes dans la banlieue ouest qui avaient traversé des divorces litigieux et se rencontraient 2 fois par mois dans un café à Downers Grove.
J'y suis allé une fois ce samedi-là et je me suis assise à une table avec cette femme que je ne connaissais pas. Et au bout de 2 heures, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais pas tout à fait formulé auparavant. Je n'étais pas inhabituel. Ce que Daniel avait fait, le compte caché, la sortie préméditée, la manipulation des actifs, était un modèle reconnaissable. Ces femmes en avaient vu des versions. Certaines l'avaient navigué avec succès. Certaines naviguaient encore. Je suis rentré de ce café à 22h30, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas le bonheur exactement, mais la solidité, le sentiment d'avoir un sol sous mes pieds. Il y avait des gens qui avaient marché sur cette route avant moi. Il y avait des gens qui savaient à quoi ressemblait le kilomètre suivant. Je ne marchais pas seul dans le noir. Daniel et Priya observaient, attendaient, calculaient leurs prochains mouvements. Je les laissais attendre. Et pendant ce temps, Catherine montait un dossier qui ne ressemblerait en rien à une offre de règlement standard. Ils sont venus ensemble. Cela m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils apparaissent comme une unité. Je ne pensais pas qu'ils seraient prêts à rendre leur alliance si visible. Mais un samedi matin, fin octobre, ils se tenaient tous les deux sur mon porche. Daniel a sonné à la porte. Priya se tenait légèrement derrière lui. Ce qui m'a dit quelque chose sur le blocage qu'ils avaient répété. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas déverrouillé la contre-porte entre nous. Daniel a parlé le premier. Il a dit qu'il voulait s'excuser. Il a utilisé le mot sincèrement. Il a dit que les choses étaient allées plus loin qu'il ne l'avait prévu. Qu'il avait été dans une mauvaise passe. Qu'il tenait toujours à moi et ne voulait pas me voir blessé. Sa voix avait une qualité que je reconnaissais pour avoir écouté pendant des années des adolescents. Expliquer les choses qu'ils avaient faites. La fluidité d'une déclaration préparée, livrée comme si elle était spontanée. Puis Priya a parlé. Elle a dit qu'elle voulait que je comprenne qu'elle n'avait jamais voulu que les choses se passent de cette façon. Qu'elle n'avait pas su au début que Daniel était toujours. Et ici elle a fait une pause significative, pleinement engagée dans le mariage. Je l'ai regardée pendant un moment. Elle était séduisante et posée et elle a croisé mon regard directement, ce dont je lui ai su gré. Mais l'expression pleinement engagée dans le mariage faisait beaucoup de travail dans cette phrase. Elle était conçue pour planter une idée spécifique selon laquelle elle avait été trompée. Qu'elle était aussi, d'une certaine manière, une victime. Et que le vrai problème était le mariage lui-même, pas l'argent, pas le plan de sortie. Pas le compte caché. J'apprécie que vous soyez venus tous les deux, ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale. Et j'ai entendu ce que vous avez dit, mais la procédure judiciaire se poursuit. L'expression de Daniel a changé. Le visage d'excuse n'a pas complètement disparu. Mais quelque chose de plus ferme a bougé en dessous. Mara, pense à ce à quoi un procès va ressembler pour nous deux. Le processus de découverte. Toutes nos finances, tout examiné dans un dossier public. Ça va être inconfortable pour toi aussi. Je sais ce qu'est la découverte, ai-je dit. Mon avocate l'a expliqué en détail. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la dure, a dit Priya. Son ton avait légèrement changé. La douceur était toujours là, mais il y avait un tranchant en dessous. Maintenant, Daniel propose quelque chose de raisonnable. Un partage équitable. Les deux avocats se mettent d'accord sur les termes. 6 mois et c'est fini. Vous passez à autre chose. Tout le monde passe à autre chose. 6 mois et c'est fini, ai-je répété. Je l'ai regardé. Le compte qu'il a ouvert il y a 22 mois. Celui avec vos initiales dessus. Depuis combien de temps? Cela fait-il partie de tout le monde passe à autre chose? Silence. Je ne signe rien que votre avocat a rédigé avant que je ne sache que tout cela existait. Ai-je dit. Je vais fermer la porte maintenant. Ne revenez pas sur cette propriété sans passer par le bureau de mon avocate. J'ai fermé la porte. Je les ai entendus sur le porche pendant un moment. Un échange bas et urgent que je ne pouvais pas distinguer, puis le bruit de pas sur les marches. Une porte de voiture et des pneus sur le gravier.
Je me suis assise sur les escaliers du couloir et je me suis laissé respirer. La peur est venue alors, pas le genre paralysant, mais le vrai genre. Le genre qui arrive après le danger plutôt que pendant. Ma poitrine était serrée. Mes pensées ont brièvement traversé une série de scénarios catastrophes que je ne me suis pas permis de développer. Et s'ils escaladaient? Et s'ils trouvaient un angle que je n'avais pas anticipé? Et si le dossier de Catherine avait une faille que je ne connaissais pas? Je suis resté avec ça. Je l'ai laissé être là. J'avais appris au cours d'années de travail avec des adolescents en crise que repousser la peur ne la dissipait pas. Cela la compressait et la rendait plus dense. Alors je l'ai laissée s'asseoir à côté de moi sur les escaliers et après environ 5 minutes. Elle a commencé à s'alléger et, à mesure qu'elle s'allégeait, elle s'est transformée en autre chose. Quelque chose de plus dur. Ils étaient venus ici parce qu'ils avaient peur, pas de moi en tant que personne. Ils avaient passé des mois à croire que je pouvais être géré, apaisé. Réglé avec un chèque minimal et des excuses prudentes. Ils avaient peur parce qu'ils avaient découvert que je n'étais pas, en fait, gérable. La machine légale que j'avais mise en marche était réelle et elle avançait et ils pouvaient le sentir. La visite avait été une dernière tentative pour une résolution privée et elle avait échoué. Et maintenant? Ils allaient se replier vers leurs avocats et essayer de comprendre ce qui allait suivre. Ce qui allait suivre de mon côté était déjà arrangé. Catherine avait programmé des dépositions pour la semaine suivante. Les relevés bancaires assignés à comparaître étaient arrivés. Le spécialiste en jury-comptabilité que Catherine avait fait venir avait déjà identifié 2 transferts supplémentaires que je ne savais même pas chercher. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Catherine. Ils sont venus à la maison. Tous les 2. J'ai refusé et je leur ai demandé de ne pas revenir. Aucun accord d'aucune sorte n'a été conclu. Puis j'ai ajouté, je suis prête pour la suite. Elle a répondu dans les minutes qui ont suivi. Noté et documenté. À mercredi. Je me suis levé des escaliers, j'ai fait du thé, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, je suis resté factuel, je n'ai pas dramatisé. Jess a dit simplement, bien. Tu le fais bien. Je l'ai cru. La déposition était prévue pour un mercredi matin au bureau de Catherine. Les 2 parties, les 2 équipes juridiques, un sténographe judiciaire. La procédure de découverte de l'Illinois, formelle, enregistrée, sous serment. Daniel est arrivé avec son avocat, un homme nommé Voss, qui portait des chaussures chères et parlait avec la cadence prudente de quelqu'un habitué à être là. Personne n'a mieux préparé dans la pièce. Priya est arrivée séparément avec sa propre avocate, une femme plus jeune nommée Alco. Le fait que Priya ait conservé son propre conseil, distinct de celui de Daniel, était quelque chose que Catherine m'avait signalé la semaine précédente comme étant intéressant. Un conseil séparé signifiait généralement que les parties avaient des intérêts au moins partiellement divergents. De quoi exactement Priya se protégeait elle, cela restait à voir. Je me suis assise à l'autre bout de la table face à Daniel pour la première fois en 3 semaines. Il avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Sa chemise était repassée, mais il y avait de légères ombres sous ses yeux. Et son calme, toujours son outil le plus fiable, avait une fragilité légère, à peine perceptible. Comme du verre qui a été chauffé et refroidi trop de fois. Catherine avait assigné 3 années de dossiers financiers. Et l'expert comptable qu'elle avait engagé, une femme nommée Sandra Park, avait préparé un rapport de 70 pages qui retraçait chaque transfert entrant et sortant des comptes joints et les croisait avec le compte privé que Daniel avait ouvert il y a 22 mois. Sandra avait une voix douce et précise. Et quand elle a passé en revue ses conclusions lors de la déposition, elle l'a fait sans drame ni interprétation. Ce qui était bien plus dévastateur que ne l'aurait été le drame. 47 transferts. Le total déplacé des comptes joints vers le compte privé. 74 400 $. Pas les 50 000 que j'avais initialement estimés. Plus. 22 mois de transactions soigneusement calibrées. La plupart en dessous du niveau qui déclencherait des alertes bancaires automatiques. La plupart se produisant les mardis ou les jeudis.
L'avocat de Daniel, Voss, a contesté la caractérisation des transferts comme une dissipation. Il a fait valoir que Daniel avait une attente raisonnable d'autonomie sur les fonds matrimoniaux à des fins commerciales. La réponse de Catherine a été de présenter le document du plan de sortie. L'ensemble complet de photographies que j'avais prises dans le garage. Et de demander à Daniel de s'expliquer officiellement sur l'entrée qui indiquait boss de clôture 2. Compte joint en attente et la note entre crochets sur le fait de m'offrir une offre de règlement. Standard. Daniel a dit qu'il avait exploré des options. Il a dit que le document était une planification privée sur laquelle il n'avait jamais eu l'intention d'agir de la manière dont elle apparaissait. Catherine lui a demandé qui était PN. Il a dit que c'était une abréviation pour le nom d'un projet. Catherine a placé une capture d'écran imprimée sur la table, tirée des relevés bancaires. D'un virement électronique depuis le compte privé vers un compte détenu conjointement par Priya Neye et Daniel Collins dans une institution différente il y a 14 mois. 31 000 $. Ce nom de projet a-t-il un compte bancaire, a demandé Catherine. La pièce était silencieuse. Les doigts du sténographe se sont arrêtés un instant. Daniel a regardé Voss. Voss lui a dit quelque chose à voix basse. Daniel a regardé à nouveau la table. Il a dit qu'il avait besoin de faire une pause. Pendant la pause, je me suis assise dans le couloir avec Catherine et Sandra Park. Je me sentais très calme. Ce calme particulier qui vient non pas de l'absence de sentiments, mais de la présence de certitude. J'avais tout fait correctement. Chaque étape, chaque photographie, chaque conversation documentée, chaque lettre dans un sac Ziploc. Lorsque nous avons repris, les réponses de Daniel sont devenues plus courtes et plus nuancées. Il a commencé à dire « Je ne me souviens pas ». Aux endroits où les dossiers rendaient la non-mémorisation peu plausible. Son calme s'était aminci en quelque chose de presque transparent. Puis la déposition de Priya a commencé. C'est là que tout s'est effondré. Priya, sous serment, a déclaré que le compte joint qu'elle partageait avec Daniel avait été ouvert aux fins d'un partenariat professionnel entre eux. Une agence de conseil en design qu'ils avaient l'intention de créer ensemble. Son avocate, Alco, a semblé légèrement peinée par cette réponse. Catherine a placé le document du plan de sortie devant Priya. Elle a pointé l'entrée résidence dans l'Illinois. Priya confirmait. Quel objectif professionnel nécessitait de confirmer votre résidence dans l'Illinois, a demandé Catherine. Priya a répondu que la résidence dans l'Illinois était pertinente pour l'enregistrement de l'entreprise. Quand l'entreprise a-t-elle été enregistrée, a demandé Catherine. Une pause. Elle ne l'a pas encore été. Quand aviez-vous prévu de l'enregistrer? Après que certaines questions personnelles aient été résolues. Quelles questions personnelles? Une autre pause. Le divorce de Daniel. Le mot a atterri dans la pièce avec un poids particulier parce que Priya venait juste. Dans le dossier sous serment, de confirmer que le compte joint, les transferts d'argent, le plan de sortie et la confirmation de sa propre résidence étaient tous liés à un plan post-divorce. Qu'elle et Daniel coordonnaient depuis au moins 14 mois. Ce qui signifiait que les transferts n'étaient pas des dépenses professionnelles. Ce qui signifiait que toute la ligne de défense de Daniel, l'abréviation du projet, l'autonomie sur les fonds matrimoniaux, la caractérisation du plan de sortie comme un remue-ménage personnel s'effondrait en une seule réponse. Je n'ai pas réagi. J'ai regardé la table devant moi et j'ai respiré régulièrement et j'ai laissé le sténographe enregistrer chaque mot. Voss a demandé une autre pause. Alco se penchait déjà vers Priya, parlant très doucement et très rapidement. Daniel regardait le mur derrière ma tête. Et je pouvais le voir faire la même arithmétique que j'avais faite dans ma voiture sur ce parking en gravier derrière la clôture en grillage, faisant les calculs. Mesurant l'écart entre l'endroit où il était et l'endroit où il avait prévu d'être. Découvrant que l'écart était bien plus grand que tout ce qu'il pouvait gérer. Catherine a touché mon bras légèrement sous la table, pas un geste de célébration. Juste une reconnaissance. Nous savions toutes les deux que ce qui venait de se passer dans cette pièce déterminerait tout ce qui allait suivre.
L'accord de divorce a été finalisé un jeudi de janvier, 4 mois après les dépositions. Ce n'était pas une offre de règlement standard. En vertu de la loi de l'Illinois, le tribunal avait un large pouvoir d'appréciation pour traiter le gaspillage matrimonial. Le terme juridique pour ce que le rapport de l'expert comptable avait minutieusement documenté. Catherine a déposé une requête pour dissipation des biens matrimoniaux, appuyée par le rapport de 70 pages de Sandra Park, le document du plan de sortie et la transcription de la déposition. Et l'affaire n'était pas serrée. La juge, une femme prudente et posée nommée l'honorable Margaret Delaney, a examiné les documents et, dans sa décision préliminaire, a utilisé un langage que l'avocat de Daniel, Voss, ne pouvait pas adoucir ou renégocier. Prémédité, coordonné et soutenu. Le règlement final m'a donné la maison entièrement. Daniel étant responsable du solde du prêt hypothécaire impayé par le biais d'un refinancement à mon nom uniquement, qu'il était tenu de faciliter dans les 90 jours. J'ai reçu la valeur totale des 74 400 $ dissipés crédités à ma part de la succession matrimoniale, tirés des actifs individuels de Daniel, qui comprenait un compte de retraite qu'il n'avait pas réussi à transférer à l'étranger à temps. J'ai reçu ma part des biens matrimoniaux restants, divisés selon le calcul ajusté du tribunal après prise en compte de la dissipation. J'ai gardé ma voiture, mes cotisations de retraite et le compte chèque personnel que j'avais ouvert l'après-midi de ma première rencontre avec Catherine. Daniel a reçu le contenu du compte privé, moins les 7 400 $ crédités pour moi, moins ses frais d'avocat, qui étaient substantiels. Son avocat, Voss, selon Catherine, n'avait été ni bon marché ni finalement efficace. La situation de Priya Neye a été traitée séparément. Son aveu lors de la déposition selon lequel le compte joint avec Daniel était lié à un plan post-divorce coordonné avant le lancement du divorce avait des implications juridiques propres. Son avocate, Alco, l'en avait apparemment informé lors de la deuxième pause de la déposition, ce qui expliquait la qualité de plus en plus prudente de ses réponses ultérieures. Dans les mois qui ont suivi la déposition, Priya a discrètement démissionné du cabinet de Daniel. J'ai entendu par Donna à l'école, dont le réseau s'étendait dans des directions inattendues, qu'une plainte civile liée au transfert de fonds matrimoniaux avait été déposée contre elle en tant que bénéficiaire averti. Je n'ai pas suivi de près son évolution. Ce n'était plus ma préoccupation. Daniel a fait une dernière tentative de contact en décembre avant que le règlement ne soit finalisé. Pas en personne. Une lettre, cette fois par l'intermédiaire de son avocat, demandant si je considérerais accepter une somme forfaitaire légèrement inférieure au montant de la dissipation en échange d'une résolution plus rapide. J'ai demandé à Catherine de décliner sans explication. Elle l'a fait. Le jour où l'accord a été signé, je suis rentré du palais de justice dans ma propre voiture, selon mon propre emploi du temps, jusqu'à ma maison. Ma maison, d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis longtemps, même quand je le pensais. Je me suis assise dans l'allée pendant quelques minutes, pas sous le choc, pas dans le chagrin. Respirant simplement. Les hortensias étaient nues dans le froid de janvier, juste des bâtons contre le ciel blanc. En juin, ils fleuriraient à nouveau. Je serais là pour les voir. J'ai pensé à ce que cela m'avait réellement coûté d'arriver à ce moment. Pas d'argent, bien qu'il y ait eu des frais juridiques, de vrais frais, que je gérerai au cours de l'année suivante. Pas même du temps, bien que cela ait pris du temps. Le coût avait été quelque chose de plus difficile à nommer. Le type de deuil particulier qui accompagne la découverte qu'une personne autour de laquelle vous avez construit votre vie était, d'une manière significative, une construction délibérée. Que le mariage auquel je croyais avait une vie de l'ombre dans laquelle je n'avais jamais été invité. C'est un type de perte différent de la simple trahison. Cela va plus loin. Mais le deuil et la défaite ne sont pas la même chose. J'avais appris cela de manière spécifique et permanente au cours des 4 derniers mois. J'ai appelé Jess depuis l'allée et je lui ai dit que c'était fait. Elle a dit, je prépare le dîner. Viens. J'y suis allé. La facture de Catherine était importante, mais je l'ai payée. Je l'ai payée en versement sur 8 mois, et chaque paiement ressemblait à une transaction propre.
De l'argent dépensé pour la bonne chose au bon moment pour la bonne raison. Certaines dépenses sont des investissements. Celle-ci l'était. Je suis retourné au travail au lycée de Westfield le lundi suivant. Mes élèves avaient besoin de moi et plus concrètement j'avais besoin de la routine. Du rythme de quelque chose qui avait un but, quelque chose en dehors de moi. Quelque chose où je pouvais utiliser ce que je savais. Une fille est venue cette semaine-là, une élève de première. Avec un problème qu'elle n'arrivait pas tout à fait à nommer. Je l'ai écoutée pendant 50 minutes et je l'ai aidée à comprendre ce dont elle avait réellement peur. Sous les choses dont elle pensait avoir peur. J'étais doué pour ça. J'avais toujours été doué pour ça. J'avais juste besoin de l'appliquer plus près de chez moi. Le mois de juin où les hortensias ont fleuri. J'ai refait la finition du porche avant. Ce n'était pas un acte symbolique. Les planches avaient besoin d'être remplacées depuis 2 ans. Et Daniel n'arrêtait pas de dire qu'il s'en occuperait. Maintenant, j'ai engagé un entrepreneur nommé Mike. Qui a terminé en 3 jours et a laissé le porche encore mieux que l'original. J'ai peint la balustrade en blanc moi-même par un samedi chaud. En écoutant de la musique dans mes écouteurs. La voisine d'en face, une enseignante à la retraite nommée Gladys. Qui n'avait jamais été chaleureuse avec Daniel, s'est approchée et a dit que c'était magnifique. J'étais d'accord avec elle et je me suis senti, sans me forcer, véritablement bien. L'année qui a suivi l'accord n'a pas été une réinvention dramatique. Je n'ai pas vendu la maison pour déménager dans une autre ville. Je ne suis pas tombé dans une nouvelle relation ou dans un soudain élan d'extraversion. J'étais toujours moi-même. Une psychologue scolaire à Nipville qui conduisait une voiture sensée et entretenait un jardin et avait une sœur à Wheaton. La différence était interne, et les différences internes sont plus difficiles à expliquer. Mais plus durables que les externes. J'ai recommencé à cuisiner correctement. Pas seulement à manger, mais à cuisiner réellement. Ce que j'avais laissé s'atrophier pendant le mariage parce Daniel avait des opinions sur la nourriture auquel je m'étais silencieusement plié pendant des années. J'ai fait des choses qu'il n'aimait pas. Des plats épicés, du poisson. Une soupe de nouilles vietnamienne qui prenait 2 heures et remplissait la maison d'une odeur que j'adorais. Je les mangeais seul ou avec Jess ou finalement avec 2 femmes du groupe de Downers Grove qui étaient devenues de vrais amis. Mon travail s'est approfondi. Le fait d'avoir vécu quelque chose qui exigeait une clarté psychologique soutenue dans un contexte personnel plutôt que professionnel a aiguisé la façon dont je m'asseyais avec les élèves. J'étais plus patiente avec ceux qui ne pouvaient pas nommer leur peur. J'ai reconnu la paralysie particulière qui vient du fait de soupçonner quelque chose de vrai mais d'être incapable de le confirmer. J'étais passé par là. 1 an après l'accord, j'ai été promu à un poste au niveau du district. Coordonnant les ressources en santé mentale dans 4 écoles. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Je l'ai pris. Mes finances se sont reconstruites lentement et méthodiquement. La maison avait pris de la valeur. Mon compte de retraite, que je gérais maintenant moi-même, était correctement financé. J'avais un compte d'épargne à mon nom uniquement dans une banque que j'avais choisie pour mes propres raisons, et j'en vérifiais le solde régulièrement et sans appréhension. Je n'étais pas amer. La colère avait été appropriée et utile, et je l'avais utilisée correctement. L'amertume aurait été de la porter au-delà de son utilité. J'ai choisi de ne pas faire ça. Quant à Daniel et Priya, je n'ai pas suivi leur situation de manière obsessionnelle. Mais vivre dans une ville de taille moyenne signifie que l'information arrive sans effort. Ils avaient emménagé ensemble dans un appartement loué plus près de la ville. L'agence de conseil en design qu'ils avaient planifiée était enregistrée. Mais n'était devenue rien de notable. La relation avait développé la tension particulière qui a tendance à caractériser les partenariats. Construits dans des circonstances de stress élevé et de grande tromperie. Ce qui est construit sur le sable ne s'effondre pas toujours immédiatement. Mais a tendance à ne pas tenir. Priya avait quitté l'ancien cabinet de Daniel dans des conditions qu'on m'avait décrites comme n'étant pas à l'amiable. Et sa réputation professionnelle dans la communauté locale du design avait discrètement changé. Daniel naviguait dans une situation financière considérablement réduite, les frais d'avocat
Le crédit de dissipation tiré de son compte de retraite et les frais d'un nouveau foyer avaient eu un impact mesurable. Il avait eu des avantages et les avait dépensés avec négligence. Je n'en ai pas tiré de plaisir. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus neutre. Une confirmation tranquille que la réalité tend avec le temps à s'installer autour de la vérité des choses. Les hortensias ont refleuri en juin, plus fournis que l'année précédente. Je me tenais sur le nouveau porche un soir avec un verre de vin, regardant la rue devenir silencieuse, et je ne pensais à rien en particulier. Je ne prenais pas cela pour acquis. Voilà donc l'histoire du trousseau de clés que j'ai trouvé dans une poche de veste. Un petit objet ordinaire, une décision de faire attention plutôt que de détourner le regard. Voici ce que j'ai appris. Faites confiance à vos instincts. Documentez tout et trouvez des personnes qui en savent plus que vous et laissez-les vous aider. La peur est une information, pas un verdict. Et la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire quand quelqu'un démantèle discrètement votre vie est de garder le silence pour maintenir la paix. Qu'auriez-vous fait en vous tenant dans l'embrasure de cette porte de garage? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et si cette histoire est restée avec vous, abonnez-vous. Il y a plus à venir. Merci de votre écoute.